Céleste pensait que le pire était passé lorsque les cavaliers disparurent à l'horizon. Mais ce qui allait suivre éprouverait son courage bien plus que n'importe quelle bataille. Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme à tout risquer pour l'ennemi? Et pourquoi avait-elle décidé de retourner là-bas? Le soleil matinal étirait de longues ombres sur les plaines arides de l'ouest alors que Céleste Meunier se hâtait de terminer ses corvées. À 22 ans, elle était devenue le pilier de la ferme Meunier depuis la mort de son père l'hiver précédent. Sa mère, Hélène, étendait le linge, tandis que son jeune frère, Théo, âgé de 16 ans à peine, réparait une clôture au loin. Céleste, n'oublie pas de vérifier le champ de l'ouest aujourd'hui. Appela Hélène, sa voix portée par la brise printanière. Ton père disait toujours que le blé là-bas nécessitait une attention particulière. Céleste acquiesça, essuyant la sueur de son front. Nous étions en 1872, et la vie sur la frontière exigeait une vigilance constante et un travail acharné. La famille Meunier était installée ici 5 ans plus tôt, bâtissant une modeste ferme qui commençait enfin à prospérer. J'y irai après avoir nourri les poules, répondit Céleste, ses yeux bleus scrutant l'horizon par habitude. Les raids des guerriers indigènes étaient faits plus rares ces derniers mois, mais le souvenir de leur dernière attaque hantait encore ses rêves. Tout en travaillant, les pensées de Céleste dérivèrent vers la famille voisine, les Rousseau, dont le fils, Julien, lui montrait un intérêt particulier ces derniers temps. Lors du dernier rassemblement communautaire, il avait demandé la permission de lui faire la cour, et elle avait accepté, bien qu'avec réserve. Le mariage signifierait la sécurité, mais Céleste n'était pas sûre d'être prête à renoncer à son indépendance. Le bruit sourd de sabots lointains interrompit ses réflexions. Théo arriva en courant du champ, son jeune visage marqué par l'inquiétude. Des cavaliers arrivent. 5, peut-être 6. Hurla-t-il en pointant la crête à Le cœur de Céleste emballa alors qu'elle plissait les yeux contre le soleil. Les silhouettes qui approchaient n'étaient pas celles de colons. Leur allure et leur façon de chevaucher étaient inimitables. C'étaient des guerriers comanches. Mère, rentrez! Cria Céleste en se précipitant vers la maison. Théo, les fusils! Hélène laissa tomber son linge et courut, tandis que Théo sprintait vers la grange où leurs armes étaient entreposées. Céleste atteignit le porche juste au moment où la première flèche sifflait près de sa tête, se plantant dans le cadre en bois de la porte. À l'intérieur, les mains de Céleste tremblaient alors qu'elle chargeait la vieille carabine de son père. Théo fit irruption par la porte arrière quelques instants plus tard, portant 2 autres fusils et une boîte de munitions. Il nous encercle, halta-t-il, le visage pâle de peur, mais la mâchoire serrée par la détermination. Hélène, le visage figé dans un masque de calme forcé, se positionna à une fenêtre. Nous les avons repoussés avant, dit-elle fermement. Nous le ferons encore. Les guerriers encerclèrent la ferme, poussant des cris de guerre et tirant des flèches sur la maison. Céleste visa soigneusement à travers une fenêtre et fit feu, regardant un des assaillants tomber de sa monture. Les autres se dispersèrent, se repliant hors de portée de tir. Ils reviendront, dit Théo en rechargeant son arme. Ils se regroupent simplement. Céleste hocha la tête, sombre. Ce n'était pas leur premier raid, mais quelque chose semblait différent. Les guerriers paraissaient plus organisés, plus déterminés dans leur approche. Alors que la famille se préparait au prochain assaut, Céleste aperçut une silhouette solitaire observant depuis la crête lointaine. Un guerrier séparé du groupe principal, scrutant la ferme avec une intensité qu'elle pouvait ressentir même à cette distance. « Qui est ce » murmura-t-elle pour elle-même, levant son fusil pour mieux voir à travers la mire rudimentaire. Avant qu'elle ne puisse distinguer ses traits, le groupe principal chargea à nouveau, cette fois de plusieurs directions. LRS empli de cris de guerre et du bruit des sabots martelant la terre. « Les voilà !» cria Hélène en tirant sur elle, attaquant le plus proche. Les minutes suivantes passèrent dans un flou de fumée et de bruit alors que la famille Meunier défendait son foyer avec une précision désespérée. Céleste perdit le compte des coups de feu qu'elle tira, du nombre de guerriers tombés ou battant en retraite. Lorsqu'elle apaisa enfin, un silence étrange tomba sur la ferme. « Sont-ils partis » demanda Théo, la voix brisée par la tension. Céleste jeta un coup d'œil prudent par la fenêtre. Les guerriers étaient retirés à nouveau, mais la silhouette solitaire sur la crête demeurait immobile.
En elle étudiant, elle réalisa qu'il était différent des autres. Sa posture, ses vêtements, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Je ne pense pas que ce soit fini, dit-elle doucement. Pas encore. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant les plaines d'une lumière dorée, Céleste savait que cette nuit changerait tout. Ce qu'elle ignorait, c'était que le guerrier observateur serait bientôt lié à son destin d'une manière qu'Hélène aurait jamais pu imaginer. La nuit tomba sur la ferme des meuniers, apportant avec elle un calme inquiétant. Céleste était assise près de la fenêtre, le fusil sur les genoux, guettant le moindre mouvement dans le paysage baigné de lune. Théo avait fini par s'endormir sur le plancher à proximité, tandis que Hélène raccommodait les accrocs de leurs vêtements à la lueur d'une bougie, gardant ses mains occupées pour gérer sa peur. « Tu devrais te reposer, Céleste, dit doucement Hélène. Je peux prendre le tour de garde. Céleste secoua la tête. Je ne pourrais pas dormir de toute façon. Ses pensées revenaient sans cesse au guerrier sur la crête, celui qui avait regardé mais n'avait pas attaqué. Il y avait eu quelque chose dans sa posture. Une dignité qui semblait en décalage avec le chaos du raid. Un bruit faible à elle, extérieur la fit se raidir. « Tu as entendu ça ?» Hélène posa sa couture. « Qu'est-ce que c'est, paix ?»« Je ne suis pas sûr. » Céleste se leva prudemment, se déplaçant vers une autre fenêtre pour avoir une meilleure vue. Dans le clair de lune argentée, elle put distinguer une silhouette solitaire approchant de la maison. Il ne chargeait pas, mais marchait lentement, délibérément. Théo, chuchota-t-elle avec urgence en secouant son frère. Quelqu'un arrive. Le garçon fut instantanément alerte, saisissant son fusil. Un Comanche? Je crois que oui. Juste un seul. La famille se positionna à différentes fenêtres, armes prêtes. La silhouette arrêta à environ 50 mètres de la maison et leva les mains dans ce qui semblait être un geste de paix. « Que veut-il » murmura Hélène. Céleste étudia le guerrier. Je pense qu'il essaie de communiquer. Prenant une décision qui la surprit elle-même, Céleste se dirigea vers la porte. Céleste, non. Siffla Hélène. Il voulait nous tuer, il ne viendrait pas seul, raisonna Céleste. Je vais voir ce qu'il veut. Les mains tremblantes, elle ouvrit la porte juste assez pour faire un pas sur le porche, gardant son fusil visible. Le guerrier resta immobile, les mains levées. Au clair de lune, Céleste put voir qu'il était plus jeune qu'elle ne avait supposé, peut-être au milieu de la vingtaine. Contrairement aux autres, il portait un mélange de vêtements traditionnels et des objets clairement pris au colon, y compris une veste des officiers de cavalerie. « Que voulez-vous » appela Céleste, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Le guerrier baissa lentement une main et se désigna du doigt. « Renard vif, dit-il dans un français accentué mais compréhensible. Venu prévenir. » La prise de Céleste se resserra sur son fusil. « Prévenir de quoi » ? Des autres arrivent. Beaucoup de guerriers. Au lever du soleil. Il fit un geste vers elle, et vous partir maintenant. Pas de temps quand soleil se lève. Céleste le dévisagea, incrédule. Pourquoi nous dites-vous cela? Pourquoi nous aider? L'expression de Renard vif resta impassible, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres. Pas tout Comanche pareil. Certains veulent paix. Il marqua une pause. J'y ai vécu avec Homme Blanc 2 hivers. Appris coutume. Et les autres, ceux qui ont attaqué au jour de lui, menés par Cheval Noir, haïssent tout colon blanc. Renard vif fit un pas de plus, amenant Céleste à lever légèrement son fusil. Il arrêta. Toi bien battu. Femme brave. Mais trop nombreux viennent demain. Vous mourir si restez. De l'intérieur de la maison, Théo appela, « Céleste, rentre ici. » Les yeux de Renard vif dardèrent vers la porte. « Écoute parole. Prends famille. Par maintenant. » Avant que Céleste ne puisse répondre, un son lointain attira leur attention. Des tambours, quelque part au-delà de la crête. Renard vif se tendit. « Je dois partir. Il me cherche. » Il recula, puis ajouta, « Sentier du Nord libre. 20 000 jusqu'au fort Saint-Louis.
Sur ce, il se retourna et disparut dans l'obscurité aussi silencieusement qu'il était venu. Céleste se précipita à l'intérieur, l'esprit en ébullition. Il dit que des autres guerriers arrivent à l'aube. Beaucoup plus nombreux. Le visage d'Hélène blêmit à la lueur de la bougie. Ça pourrait être un piège. Je ne pense pas, dit lentement Céleste. Il semblait sincère. Théo regarda par la fenêtre. Même il dit la vérité, on ne peut pas simplement abandonner la ferme. Tout ce qu'on a est ici. Tout sauf nos vies, trancha Hélène. Votre père voudrait nous savoir en sécurité avant tout. Céleste fit les 100 pas dans la petite pièce, pesant leurs options. La colonie la plus proche était effectivement le fort Saint-Louis, à une journée de chariot. Il pourrait y arriver le matin ils partaient maintenant, mais partir signifiait potentiellement perdre tout ce qu'ils avaient construit. Nous devons décider vite, dit elle enfin. Si nous partons, nous ne prenons que ce que nous pouvons porter et nous utilisons la couverture de la nuit. Après une discussion tendue, ils acceptèrent de partir, emballant que essentiel, nourriture, eau, munitions et quelques souvenirs précieux. En moins d'1 heure, ils avaient attelé leurs 2 chevaux au chariot et chargé leurs affaires. Alors qu'ils se préparaient à partir, Céleste jeta un dernier regard à la ferme, la maison que son père avait bâtie de ses propres mains, les champs qu'ils avaient cultivés sur cette prairie sauvage. Une boule se forma dans sa gorge. Nous reviendrons, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa famille. Ce n'est pas un adieu. Ils prirent la route sous la voûte céleste piquetée d'étoiles, suivant le sentier du nord en direction du fort Saint-Louis. Céleste tenait les rênes du chariot tandis que Théo chevauchait à leur côté sur leur unique monture restante, partie en éclaireur. Hélène tendit la main et pressa celle de sa fille. « Tu as fait le bon choix, Céleste. Je sais combien c'était difficile. » Céleste acquiesça, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle vagabondait vers ce mystérieux guerrier qui avait risqué sa propre sécurité pour les avertir. Renard vif, un homme coincé entre 2 mondes. Tout comme elle se sentait désormais prise entre son passé et un avenir incertain. Alors que le chariot cahotait dans la nuit, Céleste ne pouvait se défaire du sentiment que leur chemin se croiserait à nouveau. Elle poignit lorsque le chariot de la famille Meunier franchit une petite colline. Céleste fit halte, accordant un moment de répit aux chevaux tout en scrutant le paysage. Ils avaient voyagé toute la nuit, progressant bien vers le fort, mais le périple avait laissé des traces. Théo, affalé sur sa selle, luttait contre l'épuisement, tandis que Hélène somnolait par intermittence sur le banc du chariot à côté de sa fille. « C'est encore loin, demanda Théo, sa jeune voix éraillée par la fatigue. Si ce guerrier disait vrai pour la distance, nous devrions atteindre le fort avant midi, répondit Céleste en protégeant ses yeux du soleil levant. L'évocation de renard vif ramena son visage à l'esprit de Céleste. Cette dignité inattendue dans ses traits, le risque qu'il avait pris. Elle se demanda il avait dû affronter des conséquences pour ses actes. Une colonne de fumée lointaine à l'horizon brisa sa rêverie. Le cœur de Céleste se serra lorsque elle réalisa la direction. Mère, Théo, regardez. Elle pointa le doigt vers le sud, en direction de leur ferme. Même à cette distance, la fumée noire était inratable. Hélène se réveilla tout à fait, son visage se durcissant à la vue du panache sombre. Ils sont revenus, exactement comme il avait dit. Les mains de Théo se crispèrent sur ses rênes. Tout ce que nous avons bâti, disparut. Pas tout, affirma Céleste. Nous sommes en vie. Nous pouvons reconstruire. Ils reprirent leur route, chacun perdu dans ses pensées. La matinée se réchauffa alors que le soleil montait plus haut dans le ciel. Céleste calculait mentalement qu'il leur restait lorsque Théo leva soudain la main en signe d'avertissement. Cavalier, dit-il en désignant un nuage de poussière à Céleste guida rapidement le chariot hors du sentier, cherchant le couvert un petit bosquet des arbres. Ça pourrait être eux, chuchota-t-elle en saisissant son fusil. Ils attendirent dans un silence tendu. Alors que les cavaliers approchaient à travers les branchages, Céleste compta 6 hommes. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, elle réalisa qu'ils ne s'agissait pas de guerriers indigènes, mais de soldats, leurs uniformes bleus se détachant sur le paysage ocre. Elle, armée, souffla-t-elle avec soulagement,
sortant de leur cachette et agitant les bras pour attirer attention. La patrouille changea de cap, approchant le chariot avec prudence jusqu'à reconnaître les colons. Le chef, un lieutenant au visage buriné et à épaisse moustache, souleva son chapeau devant les dames. Lieutenant Jacques Hérault, patrouille du fort Saint-Louis, se présenta T-il. Vous ne devriez pas être ici seul. Nous avons des rapports signalant une activité accrue des tribus hostiles. Nous savons, répondit Céleste d'un ton sombre. Ils ont attaqué notre ferme hier. Nous nous sommes échappés pendant la nuit grâce à avertissement de. Elle hésita, ne sachant trop comment expliquer l'intervention de Renard Vif. Un avertissement? Elle incita le lieutenant. Un pressentiment, intervint Hélène avec fluidité. Une intuition de mère que le danger approchait. Le lieutenant Hérault hocha la tête, acceptant l'explication. Votre intuition vous a sauvé la vie, madame. Nous avons trouvé 3 fermes réduites en cendres ce matin. Aucun survivant. La nouvelle frappa Céleste comme un coup physique. Des autres familles, des voisins peut-être, qui n'avaient pas eu la chance de recevoir un avertissement. Nous nous dirigeons vers le fort Saint-Louis, expliqua Théo. La route est-elle sûre? Assez sûre si vous nous accompagnez, répondit Hérault. Nous retournons nous-mêmes au fort. Vous pouvez voyager avec nous. Avec escorte de la cavalerie, ils avancèrent plus vite. En début d'après-midi, les palissades de bois du fort Saint-Louis apparurent, une vue bienvenue après leur voyage éprouvant. Le fort bourdonnait des activités, soldats exerçant dans la cour, chariots de ravitaillement déchargés et civils cherchant refuge dans enceinte. Le lieutenant Hérault les dirigea vers le bureau du commandant, où ils racontèrent leur expérience au colonel Mercier, un homme sévère aux yeux intelligents qui écouta attentivement leur récit. Vous faites pas les premiers à chercher abri ici cette semaine, leur dit-il. Les raids se sont intensifiés depuis que Cheval Noir a pris la tête des bandes du Sud. L'attention de Céleste aiguisa à entendre de ce nom. Un guerrier a mentionné ce nom devant nous. Les sourcils du colonel se levèrent. Vous avez parlé avec un des bleus? Céleste hésita, puis décida que la vérité était nécessaire. Il est venu nous avertir de attaque. Il a dit appeler Renard Vif. Le colonel Mercier se pencha en avant, soudainement captivé. Renard Vif? Vous êtes certaine? Céleste acquiesça. Il parlait notre langue, il a dit avoir vécu avec des colons pendant 2 hivers. Eh bien, ça par exemple, marmonna Mercier. Ce doit être celui qui a vécu avec la famille de missionnaires près de la rivière. Nous pensions qu'il était retourné définitivement parmi les siens. Il semblait coincé entre 2 mondes, suggéra Céleste. C'est le cas, convint le colonel. Et son avertissement est significatif. Cela suggère une division parmi les tribus elles-mêmes au sujet de ces raids. Après leur entretien, les meuniers furent assignés à des quartiers dans la section civile du fort, une petite chambre propre avec 3 lits de camp. Alors qu'ils installaient, un jeune caporal leur apporta un message. Le colonel Mercier souhaitait parler à Céleste seul. Que veut-il? Demanda Hélène avec lassitude. Je l'ignore, répondit Céleste, tout aussi perplexe. Mais je compte bien le découvrir. Elle suivit le caporal jusqu'au bureau du colonel où elle trouva Mercier penché sur des cartes avec le lieutenant Hérault et un autre officier. Mademoiselle Meunier, la salua le colonel. Merci d'être venu. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Je vous écoute, colonel. Votre rencontre avec Renard Vif présente une opportunité, expliqua T-il. Nous tentons d'ouvrir la communication avec les chefs modérés, ceux qui pourraient être disposés à discuter de termes de paix. Renard Vif pourrait être un intermédiaire précieux. Céleste le regarda, incrédule. Quel rapport avec moi? Il a choisi de vous avertir spécifiquement, dit Mercier. Cela suggère qu'il a vu en vous quelque chose digne de respect. Nous envoyons une petite expédition demain pour tenter d'établir le contact avec sa bande. Votre présence augmenterait nos chances d'un dialogue pacifique. L'esprit de Céleste vacilla face à la suggestion. Vous voulez que j'y accompagne des soldats pour trouver des guerriers? Les mêmes qui viennent de brûler notre maison? Pas les mêmes, clarifia le lieutenant Hérault.
Si nos renseignements sont exacts, Renard Vif appartient à un clan distinct. Un clan qui désapprouve les tactiques agressives de Cheval Noir. Cela pourrait aider à prévenir des autres effusions de sang, ajouta le colonel. Y compris des attaques sur des autres fermiers comme votre famille. Céleste pensa à la fumée élevant des fermes détruites, aux familles qui n'avaient pas reçu des avertissements. Puis elle pensa à Renard Vif, risquant sa position pour aider des étrangers. Je dois en discuter avec ma famille, dit-elle finalement. En retournant vers leur quartier, Céleste sentit le poids de la décision qui pesait sur elle. Aventurer à nouveau au dehors, chercher délibérément le contact avec l'ennemi, cela semblait pure folie. Pourtant, quelque chose dans les actions de Renard Vif avait éveillé en elle un sens du devoir, le sentiment que peut-être, la compréhension pouvait exister même à travers le gouffre qui séparait leur monde. La brume matinale accrochait bas sur les plaines alors que Céleste montait le cheval fourni par le fort. Autour d'elle, 6 soldats se préparaient pour le voyage, vérifiant armes et provisions avec une efficacité rodée. Le lieutenant Hérault mènerait l'expédition tandis que le colonel Mercier resterait au fort pour coordonner la réponse militaire au raid. Hélène et Théo étaient opposés vigoureusement à la décision de Céleste de se joindre au groupe. L'argumentation avait duré tard dans la nuit, Hélène invoquant la mémoire de leur père et Théo menaçant de suivre même sans permission. « Vous savez tous les deux que je dois le faire », avait fini par dire Céleste. Il y a la moindre chance d'empêcher des autres attaques, des autres morts des deux côtés, je me dois d'essayer. À présent, alors que Aube se levait sur le muret du fort, Hélène et Théo se tenaient près de la porte, leur visage reflétant un mélange de peur et d'une fierté réticente. Céleste approcha des peu à cheval pour un dernier adieu. 3 jours, promit elle. Le lieutenant Hérault a dit que nous serions de retour dans 3 jours, quelle que soit l'issue. Hélène serra la main de sa fille. Ton père dirait que tu es soit la plus brave, soit la plus folle des meuniers, dit-elle, la voix adoucie. Peut-être les deux. Théo, toujours boudeur d'avoir perdu l'argument pour les accompagner, leva tout de même la main pour ajuster la sangle de celle de sa sœur. Si tu es pas là dans 3 jours, je viens te chercher, prévint-il. Promesse ou pas? La petite troupe se mit en route alors que le soleil franchissait l'horizon, suivant les indications d'un éclaireur qui avait passé des années sur le territoire des tribus. Ils voyagèrent vers le nord-ouest, en direction d'une zone où la bande de renards vifs était supposée camper. Le lieutenant Hérault chevaucha aux côtés de Céleste une bonne partie de la matinée, expliquant leur stratégie. Nous irons pas directement à leur campement. Cela serait perçu comme une agression. Au lieu de cela, nous nous installerons près du ruisseau sauvage, où ils chassent souvent. Et si nos informations sont exactes, nous serons repérés, et Renard Vif ou ses messagers prendront contact. Mais si vos informations sont fausses, demanda Céleste. L'expression des héros demeura impassible. Alors nous retournerons au fort, et aucun mal aura été fait. Céleste soupçonnait que ce ne serait pas si simple, mais elle garda ses doutes pour elle. À midi, ils avaient atteint le ruisseau sauvage, un cours d'eau modeste bordé de peupliers et de pruniers sauvages. Les soldats établirent un petit bivouac, assez visible pour être remarqué, mais positionné défensivement au bord d'un affleurement rocheux. Maintenant, nous attendons, dit Hérault en postant des sentinelles et en organisant le camp. L'attente avéra plus difficile que la chevauchée. Céleste se surprenait à scruter constamment l'horizon, sursautant au moindre bruit inhabituel. Les soldats maintenaient un calme professionnel qu'elle enviait, nettoyant leurs armes et parlant à voix basse de leur foyer et de leurs fiancés restés loin d'ici. Alors que la soirée approchait sans aucun signe de présence indigène, Céleste commença à se demander si la mission serait vaine. Elle aidait à préparer un repas simple lorsqu'une des sentinelles signala une alerte. « Cavalier en approche par le nord. » rapporta Théil. Seul, allure lente. Hérault ordonna à tout le monde de prendre des positions qui semblaient détendues mais permettaient un accès rapide aux armes si nécessaire. Céleste se déplaça vers la lisière du camp, plissant les yeux pour voir la silhouette approcher. Son cœur accéléra lorsque elle reconnut le cavalier, Renard Vif, monté sur un cheval pie, traversant seul la plaine ouverte. Il chevauchait avec cette même dignité dont elle se souvenait, le dos droit, la tête haute. « C'est lui, confirma Théil à Hérault. Le lieutenant acquiesça. « Souvenez-vous, laissez-moi parler en premier.
Nous devons établir que Kiles agit dès une rencontre pacifique. Renard Vif arrêta sa monture à une 50aine de mètres du camp et leva la main en guise de salut. Hérault rendit le geste, puis parla clairement. Nous venons pour parler. Aucune arme n'est levée. Voulez-vous partager notre feu? Pendant un long moment, Renard Vif resta immobile, évaluant la situation. Son regard trouva Céleste, et quelque chose ressemblant à de la surprise traversa ses traits. Finalement, il fit avancer son cheval, approchant lentement jusqu'à atteindre la limite du camp. Lieutenant Jacques Hérault, du fort Saint-Louis, se présenta officier. Nous venons chercher des paroles de paix. Renard Vif mit pied à terre avec grâce. Des paroles de paix viennent avec beaucoup de soldats, demanda-t-il, son français accentué mais clair. Pour la protection seulement, elle assura Hérault. Pour le voyage. L'attention de Renard Vif se tourna entièrement vers Céleste. La femme de la ferme. Vous avez échappé aux pillards. Grâce à votre avertissement, répondit Céleste. Ma famille est en sécurité au fort. Une pointe de satisfaction traversa le visage du guerrier. C'est bien. Le lieutenant Hérault invita Renard Vif à s'asseoir, lui offrant du café de leurs provisions. Le guerrier accepta, ses mouvements révélant une certaine familiarité avec les coutumes des colons. Nous savons que vous avez vécu parmi les Blancs, dit Hérault avec prudence. Et que vous avez averti cette famille de attaque de cheval noir. L'expression de Renard Vif resta neutre. Cheval noir suit les anciennes voies. Il croit que tous les colons doivent être chassés. Il but une gorgée de café. Mon peuple a vu beaucoup de sang. Trop, des deux côtés. Le colonel Mercier croit que la paix est possible, poursuivit Hérault. Si des hommes raisonnables peuvent parler ensemble. Certains parmi mon peuple écouteraient, reconnut Renard Vif. Des autres suivent Cheval Noir. La conversation continua alors que l'obscurité tombait, Hérault esquissant les termes potentiels pour des pourparlers de paix, terrain neutre, assurance de sécurité, possibilité de terre réservée. Renard Vif écoutait intensément, posant parfois des questions de clarification qui révélaient une vive intelligence. Céleste observait l'échange avec un espoir grandissant, impressionné par la réflexion du guerrier. Lorsque Hérault éloigna brièvement pour consulter son sergent, Renard Vif se tourna vers elle. « Pourquoi êtes-vous venu » demanda-t-il directement. « Voyage dangereux pour une femme seule. »« Je ne suis pas seule » fit-elle remarquer en désignant les soldats. Puis, plus sérieusement, je suis venu parce que vous avez risqué votre vie pour nous avertir. J'y ai pensé que si vous étiez prêt à prendre ce risque pour la paix, je devais être prête à faire de même. Renard Vif étudia son visage à la lueur du feu. Femme brave, dit-il finalement, répétant son jugement lors de leur première rencontre. Comme une femme de mon peuple. Céleste sourit légèrement. Je prendrai cela comme un compliment. Leur conversation fut interrompue par un son lointain, des chevaux approchant rapidement. De l'ouest. Les soldats bondirent, mains sur leurs armes. Renard Vif fut sur ses pieds instantanément. Cheval Noir, dit-il d'un ton sinistre. Il a dû me pister. Hérault ordonna à ses hommes de prendre des positions défensives alors que Renard Vif se portait aux côtés de Céleste. Vous devez partir, retourner au fort. Nous ne pouvons pas les semer, contra Hérault. Mieux vaut tenir ensemble. Les cavaliers en approche apparurent. Au moins 15 guerriers, armes prêtes, menés par une silhouette massive ornée de peinture noire sur le torse. Cheval Noir vient pour moi, pas pour vous, expliqua rapidement Renard Vif. J'y ai trahi la tribu en prévenant les colons. Avant que quiconque ne puisse répondre, les guerriers chargèrent, poussant des cris de guerre qui glacèrent le sang de Céleste. Les soldats ripostèrent, créant un périmètre défensif autour du camp. Dans le chaos qui ensuivit, Céleste se retrouva séparée du groupe principal, repoussée vers le ruisseau par attaque. Alors qu'elle cherchait un abri derrière un arbre tombé, elle vit Renard Vif engagé dans un combat direct avec Cheval Noir lui-même. Une lutte brutale entre deux guerriers puissants. Renard Vif se battait avec une adresse désespérée, mais la taille supérieure de Cheval Noir lui donnait, avantage. Céleste regarda avec horreur le guerrier massif jeter Renard Vif au sol, levant sa massue de guerre pour un coup mortel. Sans réfléchir,
Céleste leva son fusil et tira. Le coup manqua sa cible, mais ils distrairent Cheval Noir assez longtemps pour permettre à Renard Vif de rouler hors de portée du coup. Cheval Noir se tourna vers Céleste avec une rage meurtrière, encochant une flèche et visant sa position exposée. Elle rampa pour se mettre à couvert, mais elle savait qu'elle ne atteindrait pas à temps. La flèche vola, mais au lieu de frapper Céleste, elle se planta dans l'épaule de Renard Vif qui était jeté sur sa trajectoire. Malgré sa blessure, Renard Vif se propulsa sur Cheval Noir, plantant son couteau vers le haut dans une frappe désespérée. Les deux guerriers tombèrent ensemble, verrouillés dans une lutte finale qui se termina par une immobilité terrible. Dans le silence soudain qui suivit, Céleste réalisa que les tirs avaient cessé. Le lieutenant Hérault criait des ordres et les guerriers restants battaient en retraite, plusieurs jetant un regard en arrière vers la forme tombée de leur chef. Céleste se précipita là où Renard Vif gisait à côté du corps de Cheval Noir. Le sang trempait son épaule là où la flèche avait frappé, mais ses yeux étaient ouverts, regardant son approche. « Vous êtes blessé, dit-elle en agenouillant près de lui. « Flèche destinée à vous, répondit-il, grimaçant de douleur. « Et je suis revenu pour vous, dit-elle en déchirant un pan de son jupon pour bander sa plaie. « Nous sommes quittes maintenant. » Un sourire toucha ses lèvres alors que le lieutenant Hérault les rejoignait, évaluant la situation avec le pragmatisme d'un soldat. « Cheval Noir est mort, confirma-t-il. Ces guerriers se sont retirés. » « Pas fini, avertit Renard Vif, luttant pour asseoir avec l'aide de Céleste. « Des autres le suivront. À moins que quelqu'un ne les dirige différemment, suggéra Hérault, regardant de manière significative Renard Vif. Le guerrier blessé secoua la tête. « Je ne peux pas retourner à la tribu maintenant. J'y ai tué Cheval Noir, sauvé Femme Blanche. » « Alors venez au fort Saint-Louis, suggéra Céleste impulsivement. Aidez le colonel Mercier à organiser les pourparlers de paix. Soyez le pont entre nos peuples. » Renard Vif la regarda avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à lire. Surprise, considération, et quelque chose de plus profond. Peut-être, dit-il finalement. Pour elle l'instant. Alors que les soldats préparaient un brancard de fortune pour Renard Vif, Céleste réalisa que sa vie avait irrévocablement changé. La ferme avait disparu, mais quelque chose de nouveau avait commencé. Une possibilité de compréhension à travers le fossé qui avait réclamé tant de vie. 3 jours plus tard, comme promis, Céleste revint au fort Saint-Louis avec le détachement du lieutenant Hérault et avec Renard Vif, dont la blessure guérissait sous les soins du médecin du fort. Le colonel Mercier accueillit le guerrier avec un optimisme prudent, reconnaissant le potentiel que sa présence offrait pour de véritables négociations. Hélène et Théo acceptèrent le retour de Céleste avec un soulagement larmoyant. Et bien qu'ils regardassent Renard Vif avec une méfiance compréhensible, ils reconnurent la dette qu'ils avaient envers lui. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Théo alors qu'ils se tenaient ensemble sur les remparts du fort, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de l'ouest d'un orange éclatant. « Nous reconstruisons, dit simplement Céleste. Tous ensemble. » Elle jeta un coup d'œil à Renard Vif, qui se tenait légèrement à l'écart, son regard fixé sur l'horizon lointain, là où deux mondes continuaient leur coexistence difficile. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais pour la première fois, Céleste croyait que cela pourrait être possible, un pas courageux à la fois.